La question du sens au travail est une question extrêmement récurrente, à la fois dans la littérature scientifique, mais aussi dans la société. Et je pense que cette question revient à chaque fois lors d'une crise socio-économique ou lorsqu'il y a effectivement une remise en question du fonctionnement des organisations. Donc je dirais d'un point de vue historique, on pourrait remonter, sans vouloir aller trop loin, mais on pourrait remonter à l'école des relations humaines en 1930, école des relations humaines qui met en exergue l'importance du sens au travail, du besoin de reconnaissance de la part des collaboratrices et des collaborateurs qui leur permet de faire sens à leurs activités professionnelles. Ensuite, évidemment, les sociologues du travail, sociologues des organisations ont mis en évidence l'importance d'avoir du sens au travail pour pouvoir continuer à motiver, satisfaire et engager les collaboratrices et les collaborateurs. J'attire l'attention aussi que c'est ressorti très fortement pendant mai 68. Mai 68 a été une crise de sens au travail qui était majeure. Alors évidemment, il y avait une dénonciation liée aux conditions de travail, mais il y avait aussi une dénonciation liée à cette perte de sens du travail en mai 68. Les années 80 ont été extrêmement propices aussi au retour de ces questions liées au sens. Pourquoi? Parce que tout à coup, on s'est intéressé aux valeurs dans les organisations. Et évidemment, qui dit sens dit valeur. Ce sont deux notions qui sont fortement liées. Et les sociologues des organisations ont bien pu démontrer dans les années 80 que les cultures qui faisaient sens ou qui transmettaient du sens aux collaboratrices et collaborateurs étaient des cultures qui pouvaient dégager plus de performance au travail que les cultures qui ne faisaient absolument aucun sens. Et puis, pour revenir peut-être de manière plus contemporaine à d'autres aspects, les réformes de type nouvelle gestion publique dans le secteur public ont remis au centre les problématiques de sens au travail, parce qu'on a mis l'accent sur les aspects financiers, on a mis l'accent sur les indicateurs de gestion, on a mis l'accent sur l'efficience productive. Évidemment, quand on met fortement l'accent sur ces aspects-là, il y a un retour et un besoin de sens au travail lié notamment aux politiques publiques. Et puis, évidemment, je passe pas sous silence la dernière crise qu'on a vécue, une crise liée à la Covid-19 et qui a remis au centre la question du sens au travail, avec cette grande résignation dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, mais qui touche aussi, je crois, la France, qui touche en grande partie les pays européens. Donc cette question de valeur au travail, de sens au travail est de nouveau extrêmement importante. Voilà. Comme David Jock le disait, il faisait référence, les travaux des sociologues des organisations, qui se sont portés à la fois sur le secteur public et sur le secteur privé, ont montré finalement que dans les grandes organisations complexes, le dispositif d'organisation, le fonctionnement au quotidien, les recrutements, les méthodes de travail, les technologies sont en train de se rapprocher. Il n'y a plus aujourd'hui de spécificité dans ces organisations complexes sur un secteur public qui serait avec des modes de fonctionnement particuliers, peut-être moins efficients, avec des normes qui les contraindraient. Non, aujourd'hui, il y a un rapprochement des méthodologies de travail. À la fois d'ailleurs, ce dispositif qui s'homogénéise pose des questions sur les valeurs du travail, puisque est-ce que finalement la structure publique doit fonctionner comme une structure privée? Ça pose la question aussi des valeurs individuelles. Est-ce que l'agent public porte les mêmes valeurs individuelles au travail qu'un salarié du secteur privé? Aujourd'hui, ces valeurs, elles nous semblent plutôt aller vers la transversalité, à part peut-être quand même quelques spécificités, et j'en citerai une en particulier, c'est la notion de sens du service public. Alors cette notion, on la retrouve concrètement aujourd'hui dans les documents qui servent à évaluer individuellement les agents publics. Et donc il y a effectivement une évaluation de l'agent public sur cette notion de sens du service public. Alors on peut un peu se poser la question de savoir qu'est-ce que ça recouvre réellement. Il n'y en a pas vraiment une définition précise, mais ça fait quand même référence à un attachement particulier de l'agent public et du collectif de travail à ce qu'on dénomme l'intérêt général, au contraire des intérêts particuliers ou des intérêts privés, et peut-être aussi une référence à ce qui peut être une vocation à servir l'État.
en tant qu'entité spécifique œuvrant effectivement à l'organisation des services publics. En tout cas, c'est une valeur commune, à mon avis là, qui garde une spécificité pour tous les agents publics. Je rejoins les propos de M. Aujaleux, tout à fait. Alors, dans le domaine scientifique, c'est intéressant parce qu'il aura fallu attendre justement tout ce mouvement de réforme de nouvelle gestion publique, et notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était quand même très particulier parce que l'objectif des réformes, c'était effectivement de faire en sorte que les organisations publiques ressemblent quasiment à des organisations privées ou à des entreprises privées. Et c'est à ce moment-là où on a vu ressurgir tout un questionnement sur les valeurs propres au secteur public. Et c'est toute la littérature sur la motivation à l'égard du service public, ou Public Service Motivation en anglais, qui a été développée fin des années 80, début des années 90, et qui, comme l'a mentionné M. Aujaleux, démontre que dans le secteur public, les agents publics ont une motivation très spécifique attachée à des valeurs de service public. Donc ils ne sont pas prêts à brader ces valeurs. Au contraire, ils rentrent dans le secteur public parce que précisément ils ont envie de vivre ce sens-là, de vivre ce service public et puis de participer au développement de ces valeurs de service public. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement important, y compris du reste à travers la littérature scientifique internationale. Alors, pour aller, j'allais dire, un cran plus loin dans l'analyse de cette notion de sens du service public, je dirais qu'aujourd'hui, la réflexion des directions des ressources humaines dans le secteur public, elle se focalise sur deux axes. D'abord, la notion d'engagement. Il y a dans on va dire dans un modèle un peu idéalisé du fonctionnaire classique, celui de l'agent qui va finalement vouer sa vie au service public, qui va donner sa force de travail sans avoir véritablement de contrepartie. Alors, bien entendu qu'il y a une grille de salaire, qu'il y a des contreparties réelles à cet engagement, mais tout cela doit apparaître comme désintéressé. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peut-être une perte de cette identification, de cet engagement dans les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qui restent, et on le verra, en attente de valeurs, mais qui sont peut-être moins dans cette valeur de l'engagement. Voilà. Par ailleurs, le deuxième axe, c'est la fidélité à l'organisation. Le statut de l'agent public, c'est un statut à vie. C'est une des grandes caractéristiques de l'agent public, c'est voilà, de signer ou quelque part, une fois sa formation initiale effectuée, pour l'ensemble de sa carrière pour le service public et notamment pour le service dans lequel il est affecté. Il y a quelque part quelque chose d'un peu comme entrer en religion quand on rentre en service public. Et là aussi, aujourd'hui, il y a un vrai questionnement. Il y a un vrai questionnement qui vient de ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché de l'emploi et même dans le secteur public, où on a beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus ce qu'on appelle de volatilité, où finalement les agents ont envie de changer de fonction et parfois même de changer de structure au cours d'une carrière. Et donc, il y a une vraie remise en cause qui pose difficulté parce que tout le système du modèle fonctionnaire reposait quand même sur cette notion d'engagement, cette notion de fidélité. Alors, la deuxième question que vous posez, c'est est-ce que ces deux notions-là, et en transversal le sens du service public, il est finalement homogène sur l'ensemble du secteur public? Non, pour une bonne et simple raison, c'est que l'État ou la fonction publique, c'est une structure protéiforme, c'est une structure multiforme, elle est constituée de métiers différents et donc du coup les métiers sont différents et du coup ils portent des valeurs sensiblement différentes selon les métiers qui sont exercés. Il y a bien sûr, et on en a parlé, une certaine transversalité, mais il y a de vraies différences. Certains collectifs de travail se pensent et se définissent par rapport à la difficulté de leur métier.
Voilà, le fait que l'exercice des fonctions est difficile et risqué est le marqueur de leur identité. Et en contrepartie, ils souhaitent bénéficier de contreparties fortes, à la fois en termes salarial, pour compenser l'engagement qui est le leur. Voilà. Et donc la rémunération, le salaire, la contrepartie fait partie de la reconnaissance et des valeurs. Et c'est central effectivement dans leur identité. Pour d'autres, en revanche, la reconnaissance et la valeur dominante, elle est beaucoup plus symbolique et elle relève parfois de l'indépendance des fonctions. Certains collectifs se reconnaissent parce qu'ils ont un statut particulier dans la fonction publique, une indépendance d'exercice de leurs fonctions. Et c'est ça, effectivement, une des valeurs principales qu'ils souhaitent affirmer et conserver. Et enfin, peut-être un troisième exemple, et notamment dans l'enseignement pendant longtemps, on a considéré que la compétence académique et la vocation à exercer les fonctions étaient deux valeurs centrales dans le sens du travail dans le monde enseignant. Aujourd'hui, la compétence académique reste effectivement une donnée forte, mais on commence à se poser la question de cette adéquation, de cette hypercompétence finalement, avec la réalité aujourd'hui du travail. On commence aussi à se poser la question du sens de la vocation. Est-ce qu'on a vocation à être enseignant et être enseignant toute sa vie, ou est-ce que c'est un passage qui peut ouvrir à d'autres choses, ou est-ce que c'est une deuxième carrière aussi après avoir exercé une autre activité professionnelle? Donc il y a une vraie interrogation dans l'ensemble, je pense, du secteur public, mais qui est un peu différente au regard des valeurs centrales que chacun porte. Je partage beaucoup de choses de ce qui vient d'être dit. Premièrement, qu'effectivement, la motivation à l'égard du service public dépend aussi du type de politique publique dans lequel on travaille. On sait par exemple que des personnes s'engagent dans le secteur public pour des raisons différentes, soit parce qu'il y a un intérêt à être proche de la décision politique, et notamment d'hommes ou de femmes politiques, et donc de pouvoir participer à cette décision politique. Ça peut être une motivation extrêmement importante. On peut s'engager dans le service public pour l'égalité des chances, développer l'égalité des chances. On peut s'engager dans le service public pour essayer d'apporter un réconfort à des populations particulières. Pensons par exemple à des parents qui ont des enfants handicapés et qui tout à coup se lancent dans le service public parce qu'ils ont envie de faire une différence dans ce domaine-là. Et puis, il y a des personnes qui se lancent dans le secteur public par compassion, c'est-à-dire ils sont prêts à travailler pour le service public en étant d'accord de gagner un peu moins que dans le secteur privé, par exemple, mais en ayant l'impression de pouvoir faire une différence. J'aimerais quand même insister sur une chose, c'est que je pense qu'on met en partie en péril cette motivation à l'égard du service public aujourd'hui en intégrant des processus de gestion des ressources humaines qui peuvent ne pas être totalement compatibles avec la volonté des personnes qui rentrent dans le secteur public de vivre des valeurs spécifiques. Je vous donne un exemple, la rémunération à la performance. Et aujourd'hui, au niveau des études scientifiques, c'est très clairement démontré, plus on met l'accent sur des récompenses extrinsèques et plus on risque ou on court le risque d'un effet d'éviction. Et l'effet d'éviction, c'est de faire en sorte que les motivations intrinsèques disparaissent. Et ça, ce serait tout à fait dramatique. Alors, ça a été étudié non pas par des spécialistes de l'administration publique, ni d'ailleurs par des communistes ou des socialistes, mais par des économistes, et notamment un économiste zurichois, qui avait mis en effet cet effet d'éviction, c'est Bruno Frey. Effectivement, il faut qu'on fasse très très attention à ce qu'on met en place dans les organisations publiques aujourd'hui en termes de gestion des ressources humaines pour éviter de détruire cette motivation intrinsèque. Et ça, c'est extrêmement important, il me semble, à mentionner. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement aujourd'hui, dans le secteur public notamment, un effort d'innovation dans la gestion des ressources humaines. On veut un peu rompre avec des méthodes un peu traditionnelles, très collectives, en essayant effectivement d'individualiser une partie des processus, en identifiant effectivement l'individu et donc l'agent.
Ça correspond à une réalité, d'un besoin. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les agents ont cette envie de reconnaissance individuelle au-delà d'être noyés dans un collectif. Pour autant, il faut faire attention effectivement à ce que cette individualisation ne soit pas contre-productive, comme vous le disiez, hein, et que au contraire, finalement, elle soit quelque chose qui stigmatise certains individus et les font sortir finalement du collectif de travail. Donc il faut que cette individuation, elle soit inclusive et non un effet de rejet du collectif et donc un effet de démotivation. Pour moi, la crise sanitaire, elle a été un moment de rupture. Un moment de rupture dans certains fondamentaux sur lesquels reposait le travail et le fonctionnement de l'État, des services publics en général. Ces deux remises en cause, la première, c'est la continuité. Alors certes, l'État et les services publics ont continué à fonctionner, mais beaucoup de services ont fermé. Voilà. Beaucoup de services ont fermé et finalement, il y a eu une adaptation sociale pendant un certain temps à ce fonctionnement qui a continué, mais sous un mode qu'on a appelé un peu dégradé. Et cette adaptation finalement, où certains collectifs de travail se sont arrêtés, se sont adaptés, ça remet en cause quelque part une organisation collective ancienne qui reposait sur le fait que l'efficacité, c'était la permanence du collectif de travail sur le lieu de travail. Et ça c'est une vraie révolution et une vraie adaptation. D'ailleurs, l'administration finalement, comme les structures privées, se sont plutôt bien adaptées, mais elles ont compris qu'on pouvait fonctionner autrement. Voilà. La deuxième chose, c'est là, j'allais dire, on était questionné les processus et les outils. Ont été questionnés aussi effectivement la présentielle, cette notion de bâtiment, c'est-à-dire en tout cas dans le tertiaire, hein, puisqu'on évoque ici l'impact a été le plus fort dans le secteur tertiaire, c'est ce lien entre l'exercice du pouvoir, l'exercice de l'activité de service public avec l'immobilier, avec le bâtiment. Voilà, c'est ce qui représente l'État, c'est là où il y a le drapeau et c'est là où doivent être les agents publics pour bien exercer leur activité. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette notion de lieu, elle n'a pas totalement disparu, mais elle est en train de se transformer. Voilà, la relation de l'agent dans son travail avec le lieu du service public, il est en train d'évoluer. Alors, pas qu'on ait arrêté les accueils du public, mais on a ouvert de manière différente, pas que les agents ne travaillent plus du tout en collectif dans les bâtiments, mais on est quand même en train de se reposer des questions. Et c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, alors que pendant longtemps, le sujet bâtimentaire, immobilier, dans la gestion publique avait pas mal disparu des radars, il revient aujourd'hui comme un sujet prioritaire. Au centre effectivement de l'organisation du travail, au centre de la réflexion sur l'efficacité, au sens de la réflexion sur l'efficience. Et donc aujourd'hui, il y a des instructions effectivement interministérielles et beaucoup de réflexions dans chacun des services sur l'organisation du bâtiment comme centre d'évolution de l'organisation du travail. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la continuité, où là, on voit qu'il y a eu un effet de réaction, où le sujet de la permanence de l'État a été interrogé, et l'État s'est quelque part adapté et protégé. Donc aujourd'hui, on a toute une réflexion aussi dans les services qui ont géré la crise, dans les services de gestion de crise, sur comment, lors de la prochaine crise, on va encore plus s'adapter à assurer la continuité des services. Quelque part, on va dire, l'État s'est un peu fait peur, et donc aujourd'hui, l'État se rassure en mettant en place des processus pour la prochaine crise. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un effet accélérateur et vraiment un questionnement qui d'ailleurs n'est pas totalement fini aujourd'hui. Alors, je partage le constat sur l'effet accélérateur par rapport à la question des valeurs. Je trouve que la crise Covid-19 a été un moment tout à fait passionnant à étudier,
notamment parce que ça a replacé au centre des questionnements de base, finalement assez anthropologiques, sur la valeur des métiers. Et la crise Covid-19, c'est presque un moment de grâce pour le service public parce qu'il y a des métiers que l'on ne considérait plus ou qu'on n'avait plus dans le radar, qui sont redevenus des métiers centraux. On s'est tout à coup rendu compte que les enseignants étaient indispensables. On s'est tout à coup rendu compte que les maîtresses d'école enfantine étaient tout à fait centrales. Tout à coup, on s'est rendu compte que les éboueurs, que l'on ne regardait même plus dans la rue, étaient absolument indispensables. Enfin bref, les métiers créateurs de valeur sociale sont réapparus lors de cette crise Covid-19. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ces valeurs du service public ont pu être revécues d'une certaine manière par les acteurs du terrain. Après, moi, mon souci, c'est, comme le disait M. Aujaleux, je pense que le service public a travaillé en mode dégradé pendant cette période-là et je pense qu'il continue en partie à travailler en mode dégradé. C'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à la normale. Je prends par exemple les hôpitaux. Dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui travaillent en mode dégradé. Dans l'administration publique, alors je parle plutôt de la Suisse, on continue à travailler un peu en mode dégradé parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire autant, voire mieux, avec moins de moyens. Alors pourquoi pas continuer ? Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on constate que les collectifs de travail sont presque à bout. Et il y a des tensions qui se font jour dans ces collectifs de travail. Les ressources deviennent limites. Le secteur public, dans certains domaines, travaille presque à l'os, sans ressources. Et je pense que là, il y a un questionnement à avoir sur cela. Et puis, un autre élément que sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ce qu'a dit mon collègue Aujaleux, c'est le fait qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on réinvente beaucoup de processus de gestion des ressources humaines pour nous mettre à la page par rapport à cette flexibilité que vous avez évoquée sur la localisation des travailleurs, mais aussi sur la flexibilité de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des défis à relever sur la socialisation des nouveaux entrants dans le secteur public. Comment est-ce qu'on socialise les nouveaux entrants qui travaillent à distance au service public, aux valeurs du service public? Ça me paraît pas si évident que ça. Comment est-ce qu'on fait des évaluations de collaboratrices-collaborateurs à distance lorsqu'on n'a pas une relation informelle sur un lieu de travail précis et de manière prolongée? Comment est-ce qu'on maintient une culture commune, un sens commun, un sens partagé du collectif et des missions d'une organisation? Et je pense que ces enjeux-là, qui commencent à poindre comme étant des enjeux majeurs dans les organisations publiques, on les évoque, on commence à y apporter un certain nombre de réponses, mais on est très très loin d'avoir des solutions qui sont aujourd'hui en tout cas très efficaces et abouties. Peut-être rebondir sur le télétravail, mais parce que je pense que effectivement c'est un bon... c'est essentiellement ce sujet-là qui a beaucoup bougé dans le secteur public, mais comme dans toutes les organisations. Ma vision, moi, de ce qu'a fait l'administration en s'adaptant et en maintenant finalement dans le temps cette organisation-là, c'est une bonne réaction, alors qu'elle aurait pu, de manière un peu traditionnaliste, revenir à une organisation plus classique. Rien ne l'empêchait, ni juridiquement, ni c'était pas forcément des revendications sociales collectives très très fortes au départ, mais au contraire, l'administration a souhaité continuer dans cette logique-là et répondre finalement à des aspirations individuelles. Alors après, les organisations syndicales, les organisations collectives ont effectivement soutenu ce mouvement-là, mais c'est d'abord effectivement une aspiration individuelle à aller vers plus d'équilibre, effectivement, des modes de travaux différents. Mais aujourd'hui, il faut réguler. Il faut réguler cette activité et réguler notamment ces aspirations individuelles, cette flexibilité avec les processus RH et surtout l'efficacité du service public. Et donc il y a aujourd'hui cet effet de régulation qui n'est pas terminé, qui est en cours, avec effectivement deux tendances.
un peu fortes. D'un côté, individualisation, nouveaux modes de travail, plus de liberté d'organisation, et puis les nécessités d'une organisation plus structurée, plus collective, garante quelque part d'une continuité d'activité et d'un niveau de service qui soit permanent, homogène et d'un bon niveau. Et ça, ces deux équilibres-là, il y a par endroits des situations où l'équilibre n'est pas encore résolu. De toute manière, il faut le souligner, en tant que tel, ces valeurs n'étaient pas étrangères au monde du secteur public. Je pense que les agents publics, que ce soit des agents publics français, suisses, européens, peu importe, américains, canadiens, sont intéressés à la fois par l'efficience et l'efficacité dans leur organisation. Par contre, évidemment, la nouvelle gestion publique a orienté très fortement le curseur sur le pilotage des organisations publiques sur la base d'indicateurs qui visaient effectivement à savoir si les organisations publiques pouvaient développer plus d'efficience productive. Alors quand vous mettez la focale sur des indicateurs qui sont principalement quantitatifs et qui visent effectivement à vous assurer que les organisations publiques sont prioritairement efficientes, vous risquez une certaine myopie sur ces aspects d'efficience et de mettre de côté ce qui fait le fondement du secteur public, c'est-à-dire les politiques publiques et la réalisation des politiques publiques. Et surtout s'assurer que ces politiques publiques, d'une certaine manière, sont efficaces, c'est-à-dire qu'elles répondent à des problématiques sociétales que l'on souhaite résoudre à plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau politique. Et, disons, le problème que l'on a pu constater dans les années 90, début des années 2000, c'est que cette myopie sur l'efficience productive et sur les résultats quantitatifs ont poussé certains acteurs dans le secteur public à se questionner sur leur envie de continuer à travailler dans des organisations publiques qui, d'une certaine manière, avaient adopté les mêmes critères de succès que des entreprises privées pour lesquelles ils avaient pour certains du dédain, pour d'autres de l'indifférence, et donc se poser la question de la continuité des activités professionnelles dans ce secteur. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on sous-estime aujourd'hui très fortement dans le service public, c'est que les individus sont motivés, souhaitent continuer à travailler, à s'engager pour une organisation s'ils perçoivent qu'ils arrivent à réaliser un travail de qualité, et que la qualité n'est pas empêchée. Et si vous fixez l'attention uniquement sur des aspects quantitatifs, le risque, évidemment, c'est de déshabiller le service public, le secteur public, au risque précisément que les personnes travaillent en mode dégradé et qu'il n'ait plus aucune fierté de travailler dans le secteur public. Et on a ces témoignages-là dans nos recherches, très clairement, des gens qui nous disent si le secteur public et les organisations du secteur public se rapprochent trop fortement des organisations du secteur privé, je ne vois plus tellement quel est l'intérêt de continuer à travailler dans les organisations du secteur public. Alors, je dirais que ce qui aujourd'hui est le plus impactant aujourd'hui sur le sens du travail, c'est toute l'évolution de la numérisation des processus. L'évolution technologique de ces dernières années, effectivement, est toujours continue. On a parlé aujourd'hui de numérisation de certains processus, de digitalisation. On en est maintenant à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus. Et l'ensemble de ces innovations technologiques, de ce passage au numérique, remet en cause une des valeurs principales, c'est le savoir-faire de l'agent public, sa compétence spécifique à exercer le service public.
Il y a dans les valeurs le passage spécifique du concours. Voilà, la formation initiale peut être la même, mais on est adoubé par ce concours, par ce statut qui confère effectivement une compétence particulière. Et ensuite, on a une formation spécifique. Et donc, ce savoir-faire du fonctionnaire, aujourd'hui, elle est déconstruite en grande partie par la machine, par l'outil numérique, par l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, il y a des métiers, beaucoup de métiers tertiaires, effectivement, qui sont en réinterrogation. Alors, il n'y a pas, bien entendu, que dans le secteur public, mais dans le secteur public, on a beaucoup, effectivement, de processus administratifs et financiers qui sont aujourd'hui interrogés. Et quelle est la place réelle de l'agent? Quelle est sa place dans l'organisation du travail, alors même que ce qui fait aujourd'hui une grande partie du travail, c'est le numérique, c'est l'application numérique. Donc ça crée aussi, bien entendu, à côté de ça, et on en a beaucoup parlé, de nouveaux métiers, et donc un autre sens du travail. Mais cette transformation finalement d'une partie des savoir-faire vers d'autres, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc ça, cet effet de transition, il est très impactant aujourd'hui sur les valeurs du service public et sur le sens au travail des agents. Le fait ensuite, quel levier on peut utiliser pour justement limiter cet impact, c'est de travailler justement sur ce que David Jacques disait, c'est-à-dire travailler aussi sur la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que le travail, c'est pas simplement l'efficacité des processus. On est fier effectivement de bien travailler, mais on est fier aussi de travailler dans des bonnes conditions, en étant reconnu, en ayant une place dans l'organisation qui est la sienne et qui est reconnue et pour lesquelles on a plaisir à exercer cette activité. Et ça, c'est pas une construction qui est innée dans la structure. Il faut la construire, il faut la partager. C'est un imaginaire collectif qu'il faut créer. Voilà. Et aujourd'hui, toutes ces réflexions sur la qualité de vie au travail comme qualité intrinsèque du processus et donc de la qualité du service public, on est véritablement dans une phase embryonnaire. Voilà. C'est des choses qu'on n'a pas encore complètement intégrées dans le secteur public. Donc c'est des travaux qui sont vraiment devant nous. On commence à en prendre conscience que toutes ces transformations, elles ont un impact sur le sens du travail, sur la qualité de vie au travail et donc par ricochet sur l'efficacité du processus et du service public, mais il faut inventer aujourd'hui ces plans d'accompagnement et cette nouvelle imaginaire collectif et individuel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est devant les services des ressources humaines du secteur public. Absolument, je partage en grande partie ce qui a été dit, notamment sur le fait que la digitalisation va avoir un impact sur les métiers du service public. D'ailleurs, c'est un peu la boule de cristal. Aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les métiers qui vont petit à petit disparaître, quels sont ceux qui, au contraire, vont apparaître. Je pense que cette réflexion-là, on doit l'avoir parce qu'on doit utiliser cette opportunité pour réfléchir à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour essayer aujourd'hui de développer les compétences dont on aura besoin demain. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je dirais, il faut se questionner sur quels sont les avantages concurrentiels du secteur public aujourd'hui, des organisations du secteur public par rapport au secteur privé. Vous avez mentionné très justement, Monsieur Jaleux, la question de la qualité de vie au travail, de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Moi, j'aurais tendance à insister aussi sur deux autres aspects. Le premier aspect, c'est la formation continue dans le secteur public. Il y a toujours plus de formation continue dans le secteur public que dans les organisations privées ou les entreprises privées. Ça, c'est un avantage incroyable. Donc, on peut effectivement avoir un impact sur le développement des compétences. Et quand on développe les compétences, on reconnaît la qualité et l'importance des salariés. Et puis, d'autre part, c'est la possibilité de gérer une carrière dans le secteur public. Parce qu'effectivement, on peut à la fois évoluer verticalement, mais on peut aussi évoluer de manière horizontale dans le secteur public, en commençant dans un secteur particulier, en lien avec une politique publique particulière, et puis petit à petit évoluer sur d'autres types de politiques publiques. Donc en termes de rétention du personnel, il y a dans le secteur public
des avantages énormes et des leviers énormes que l'on doit encore pouvoir utiliser ces prochains temps. Donc c'est surtout pas là-dessus qu'il va falloir faire des économies dans le futur, notamment pour pouvoir compter sur du personnel motivé et engagé dans les prochaines années. Après, sur la question de l'évolution du travail, ce qui a été évoqué par M. Ojale, moi je partage complètement. Je pense qu'on ignore encore aujourd'hui les effets ou les impacts de cette flexibilité en termes de temps et de lieu de travail sur les collectifs de travail, sur la possibilité de faire vivre le sens du service public. Ce sont des questions que j'évoquais tout à l'heure, qu'il va falloir quand même qu'on se pose de manière un peu plus sérieuse qu'actuellement et qu'on soit certain finalement que les politiques publiques et l'efficacité ne soient pas impactées par ces nouvelles modalités de travail, qui effectivement correspondent à une sorte d'individualisation, mais l'individualisation peut apporter des bénéfices au niveau des salariés, mais au niveau des collectifs de travail, c'est un peu plus douteux. Encore une fois, moi je suis étonné et par le fait que justement cette transition-là ait été aussi simple. C'est-à-dire que le retour en arrière qui n'a pas eu lieu s'est passé à la fois du côté des dirigeants, voilà, à la fois le politique et l'encadrement supérieur, par le manager de proximité et puis par les agents de terrain, si je peux m'exprimer ainsi, de la même façon. C'est-à-dire que on sent pas de réticence structurelle, lourde à la mise en place de ces nouvelles organisations. Il y a bien sûr des différenciations à faire selon que on est bénéficiaire du télétravail parce que ça correspond finalement à nos modes de travail et que on est volontaire pour le faire, avec ceux qui ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire, ne peuvent pas le faire parce que leur métier ne leur permettent pas et ne veulent pas le faire parce que ça correspond pas à des aspirations personnelles. C'est-à-dire que le travail ne se conçoit que parce qu'il y a une interaction collective qui se fait en milieu du travail. Sur la différenciation entre cadre et non-cadre, il y a aussi, on constate des différences. On voit bien que les cadres sont quand même plus interrogés parfois, même s'ils sont bénéficiaires, ils sont plus interrogés parce que ce qui leur est demandé dans le management, le pilotage de leur service est beaucoup plus impacté par la mise en œuvre du télétravail. Le management à distance, c'est comme ça qu'on a un peu appelé cette nouvelle pratique, même si, j'allais dire, ce ne sont que des déclinaisons avec des outils qui existaient déjà. On va dire que la systématisation de ce management à distance interroge ou peut interroger sur des capacités nouvelles à trouver chez les managers et parfois, pour certains, le sentiment que c'est beaucoup moins efficace que dans la période précédente et que du coup, leur charge individuelle qui pèse sur les cadres est plus forte qu'auparavant. Alors, il y a une réalité, mais il n'y a pas encore d'études totalement finalisées sur ce sujet pour montrer si c'est une réalité qui perdure ou pas. Pendant la pandémie, c'est une réalité qui a existé, mais pour d'autres raisons, le fait qu'on n'était pas organisé ou équipé, tous les collectifs n'étaient pas au même niveau. Aujourd'hui que l'équipement des collectifs a été fait, que tout le monde est formé et équipé pour le faire, est-ce que vraiment le système est moins efficace? Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra se pencher, mais sur lequel il n'y a pas aujourd'hui consensus. D'une manière collective, je l'ai dit aussi, les organisations syndicales, les représentations collectives des personnels, si elles avaient pu avoir une vision ou des valeurs différentes sur cette réorganisation, puisque toute réorganisation
porte pour les organisations syndicales souvent un risque pour les agents, un risque collectif, un risque individuel, donc forcément parfois une opposition à cette évolution d'organisation. Sur le sujet du télétravail, au final, on constate un certain consensus, parfois un consensus prudent, mais un consensus de toutes les organisations sur la nécessité de son maintien. Donc je dirais que je suis, voilà, j'ai été étonné favorablement par finalement la capacité de l'administration française à accompagner et à mettre en place sans trop de heurts ce dispositif. Pour autant, la messe n'est pas dite totalement. Je crois qu'on est au début. On est au début déjà de l'évaluation de ce type de dispositif. C'est-à-dire, quelles a été les conséquences concrètes de cette réorganisation pour les individus, pour les collectifs, pour l'efficacité du service. Et qu'est-ce qu'il faudra mettre en place derrière comme mesure correctrice, ou est-ce qu'il faudra en mettre en place? Ça, c'est encore devant nous. Mais l'aspiration aujourd'hui des agents et l'acceptabilité du système est assez forte. Et donc finalement, elle s'est faite très vite. Moi, je pense qu'effectivement, le secteur public n'a plus le choix. Pour continuer à être attractif, il faut aujourd'hui proposer des possibilités de télétravail, il faut aujourd'hui proposer des nouvelles modalités de travail, ça me paraît assez clair. Et je pense qu'on ne pourra pas faire marche arrière par rapport à la situation qu'on a connue de quasi tout le monde en télétravail pendant la crise Covid-19. Ceci dit, j'attire quand même l'attention sur le fait que, et vous le savez aussi bien que moi, voire mieux que moi, qu'on crée des inégalités aussi avec le télétravail parce qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais télétravailler, tout simplement parce que leurs activités professionnelles nécessitent de leur part une présence physique. Donc il y a déjà cet aspect-là qu'il va falloir gérer. Quand il y a des inégalités, eh bien évidemment, il y a les représentants du personnel qui vont sortir du bois et qui vont évidemment défendre ces personnes qui n'ont pas la possibilité de télétravailler. Il y a aussi, et les études nous le montrent de manière assez claire à ce niveau-là, des différences de point de vue générationnel par rapport au télétravail. Alors étonnamment, et les études remontent des résultats qui sont très très étonnants, les jeunes souhaitent revenir sur le lieu de travail, sur des espaces de socialisation. Il y a une demande de la part des jeunes collaboratrices et des jeunes collaborateurs, y compris dans le secteur public, de pouvoir revenir dans les bureaux, de pouvoir recréer du lien en face à face, en direct avec des collègues. Ce qui est moins le cas pour les trentenaires ou les personnes qui ont des enfants par ailleurs, puisqu'on sait que le télétravail permet une meilleure flexibilité, une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Et puis j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a des études qui portent sur l'égalité des chances hommes-femmes par rapport au télétravail, qui mettent en évidence le fait que le télétravail peut avoir un effet bénéfique pour certaines femmes, mais aussi, malheureusement, des effets néfastes sur leur bien-être parce qu'il y a effectivement un mixte entre vie privée et vie professionnelle qui peut effectivement impacter lourdement plus les femmes que les hommes parce que les femmes, majoritairement, continuent à avoir les activités familiales ou à prendre en charge les activités familiales, en plus de leur travail à la maison. Et donc, ça complique énormément les choses. Donc, il faudra suivre tout cela, parce qu'effectivement, on n'a pas des résultats définitifs. Il faudra suivre tout cela pour en tirer des conséquences ou en tirer des enseignements pour la suite du développement de ces nouvelles modalités de travail, y compris dans le secteur public. Alors, oui, on constate qu'aujourd'hui, le bassin d'emploi, le marché de l'emploi, il est commun au secteur public et au secteur privé. Donc ensuite, il y a effectivement, on l'a dit, des valeurs un peu différentes qui, à un moment, orientent les personnes plutôt vers le secteur public ou plutôt vers le secteur privé. Mais au départ, voilà, il n'y a pas un vivier spécifique au sein de la société pour le secteur public. Même s'il y a un peu de reproduction, il ne faut pas se le cacher.
Du coup, les aspirations sociales individuelles, elles sont communes. Hein, on l'a évoqué plus tôt, et elles nécessitent aujourd'hui justement cette innovation des nouveaux modes de travail, cette flexibilité. Elles nécessitent de pouvoir prendre en compte les aspirations en termes de positionnement dans la structure. Alors là, bien entendu, on est sur des grosses structures. Comme l'administration, et de la même façon dans des grandes entreprises privées, on voit bien que ces organisations très complexes, très importantes, elles ne permettent pas toujours de donner de la visibilité et du sens au travail pour chacun. Et c'est ce besoin de visibilité qui est aujourd'hui exprimé. Donc c'est finalement à l'inverse du télétravail, c'est-à-dire que justement le télétravail, lui, il rend un peu invisible quelque part les agents, et c'est pour ça effectivement, et je rejoins ce que disait Daïdjok, c'est que certains agents demandent effectivement du télétravail, et d'autres, c'est pas, ils le demandent parce que c'est devenu la norme, quelque part, très vite devenu la norme. Mais est-ce que tous et à tout moment de leur activité, de leur vie et de leur activité professionnelle vont s'en servir de la même façon? Ça, je n'en suis pas persuadé aujourd'hui, parce que si effectivement en début de carrière on souhaite apprendre son métier au contact des autres, si on souhaite avoir une vie professionnelle un peu plus profonde parce qu'on n'a pas de vie personnelle totalement construite, si on souhaite avoir une vraie visibilité au sein de la structure pour construire son parcours professionnel et progresser dans son activité professionnelle, ben, le télétravail peut être contre-productif. Donc, la demande, elle est là. L'utilisation dans le temps, peut-être qu'elle va petit à petit se modifier et évoluer. Et je reviens sur aussi un sujet que j'ai évoqué, sur le sujet bâtimentaire, qui revient au centre effectivement du jeu. Il y a là aussi une demande. Alors il y a bien sûr une réflexion de l'employeur, de l'administration qui veut optimiser, adapter ses bâtiments à son activité professionnelle et à la présence et donc à sa nouvelle organisation. Mais il y a aussi une demande de la part des agents d'avoir des lieux qui correspondent justement à ce besoin qui est un peu différent qu'auparavant, à ce besoin de socialisation, à ces espaces qui sont des espaces plus ouverts dans un certain sens, où le jour où on vient, on se réunit. Voilà, et où on participe à des dispositifs collectifs. Alors que ça pouvait être considéré à une époque comme justement l'instrument d'une surveillance, d'une souffrance au travail, les grands open space. Alors, c'est pas du tout ce qu'on veut recréer, mais en revanche des espaces collectifs, ne pas se retrouver seul dans son bureau, parce que même si on était 2 ou on était 3, avec le télétravail, on peut être tout seul. Voilà, donc il y a ce besoin aussi de réfléchir à travailler dans d'autres lieux, voilà, et autrement. Parfaitement d'accord avec M. Jaleux pour dire qu'il va falloir qu'on soit créatif au niveau de nos espaces de travail. Et aujourd'hui, il y a toute cette réflexion sur les espaces de travail basés sur l'activité, où on va créer dans des bâtiments spécifiques et différents lieux de travail en fonction des activités qui doivent être menées. Activités individuelles dans des bureaux fermés, activités collectives dans des espaces de travail qui sont conçu pour précisément développer l'imaginaire collectif, l'initiative collective, etc. Donc ça, je pense qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus. Après, d'autres aspects qui permettent, ou qui sont des leviers, disons, de la motivation des collaboratrices et des collaborateurs, moi je pense on en a évoqué. Bon, on a évoqué plusieurs pistes. La première piste, c'est la conciliation vie privée, vie professionnelle. Je pense que là aussi, on a un avantage avec le télétravail, c'est que probablement qu'on va mieux pouvoir répondre à ces aspirations des familles françaises, suisses et européennes. Et je pense que ça, il va falloir qu'on utilise tout le potentiel qu'il y a dans cette nouvelle manière de travailler, le télétravail, pour aller dans ce sens-là. Mais je dirais qu'il y a un élément encore plus fondamental, c'est la reconnaissance du travail qui est effectué, parce que dans les études contemporaines, on le voit systématiquement lorsque les gens sont insatisfaits de leurs activités professionnelles,
professionnel, lorsqu'il se désengage, lorsqu'il se résigne, bien souvent, il y a le sentiment très fort. Alors c'est peut-être un sentiment, c'est peut-être pas une réalité, mais les sentiments sont extrêmement importants en ces matières comme dans d'autres. Le sentiment que le travail qui est effectué n'est pas reconnu à sa juste valeur, ni par rapport aux supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire les supérieurs hiérarchiques ne disent pas merci ou ne disent plus merci ou n'ont plus la possibilité de le faire lorsqu'on est à distance, par exemple, ni par ailleurs venant éventuellement des usagers qui, au contraire, sont de plus en plus revendicateurs et estiment que leur droit doit absolument être respecté et obtenir plus de services. Donc la question de la reconnaissance, pour moi, elle est absolument centrale parce que c'est un élément qui revient systématiquement dans la littérature scientifique pour démontrer que cette reconnaissance est liée à la satisfaction et à l'engagement, et lorsqu'il n'y en a pas, c'est lié à la souffrance au travail et à la résignation. Donc il va falloir travailler là-dessus. Et puis, j'ajouterais, il y a des éléments qui sont connus depuis les années 70 en termes de conditions de travail et qui permettent véritablement d'engager les collaboratrices et les collaborateurs. Et là, je pense à la diversité des tâches, à la possibilité d'utiliser diverses compétences aussi. Je pense au sens du travail. Je pense à la capacité de faire du lien entre l'activité de travail et puis l'objectif organisationnel, donc faire ce lien qui n'est pas toujours si évident. Enfin, bref, tous ces éléments-là, l'autonomie, l'indépendance, ces éléments-là sont des éléments qui ont déjà été largement identifiés dans la littérature scientifique comme des leviers, des sources extrêmement importantes pour la motivation des collaboratrices et des collaborateurs. Sans aucun doute. Alors la fidélisation des collaborateurs, elle est devenue plus difficile et M. Jalleux l'a mentionné tout à l'heure parce qu'on est en concurrence entre les différents secteurs. Je mentionne juste un défi auquel les organisations publiques suisses sont confrontées ou est confrontée, c'est effectivement la problématique d'attirer des ingénieurs dans le secteur public, d'attirer des informaticiens. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien payés dans les organisations du secteur privé. Les échelles salariales du secteur public ne permettent pas aux organisations publiques de régater avec les salaires du secteur privé. Donc la seule manière de faire en sorte que ces personnes décident d'entrer dans le secteur public, c'est ce supplément d'âme lié au sens du service public. C'est peut-être cette plus grande flexibilité qui sera offerte à terme par les organisations publiques par rapport aux organisations privées en termes d'organisation du travail. Et puis, c'est au final peut-être le lien avec des politiques publiques qui font une différence par rapport à la société et pour lesquelles ces personnes souhaiteraient s'engager. Je partage tout à fait cette valeur commune qui, de toute façon, le sens de l'intérêt général, l'intérêt de travailler pour une politique publique et pour l'intérêt général, ce sens-là, cette valeur-là, elle est ce qui reste central dans un choix, je le disais, de telle ou telle orientation pour des métiers qui sont en compétence et en exercice commun, totalement commun aux deux secteurs, public et privé. Pour autant, là aussi, je crois qu'il ne faut pas fermer totalement la porte non plus à des solutions qui viseraient à un moment à introduire de la souplesse aussi sur les conditions de rémunération de ces agents, parce que là aussi ce sentiment de désintéressement de l'agent public, du fonctionnaire, on sent bien qu'aujourd'hui, notamment on le voit dans les administrations publiques en France, où il y a plus de fonctionnaires, enfin il y a moins de fonctionnaires statutaires et plus de contractuels qui ont l'habitude, qui ont en tout cas dans leur mode de recrutement et de gestion, ont l'habitude de négocier aussi leurs conditions de travail, de négocier un peu plus leur rémunération. Les choses sont en train d'évoluer. Et donc je pense que là aussi, il faut que l'administration fasse un peu tomber quelques tabous et essaye de trouver des moyens quand même, si elle veut attirer, si elle veut être attractive. Alors l'idée n'est pas de s'aligner, parce que d'abord il n'y a pas un alignement entre les petites entreprises, les grosses entreprises. Bon, donc
Donc elle doit trouver sa propre ligne qui est quelle est la bonne rémunération, mais elle doit pas s'empêcher d'y réfléchir. Parce que si elle ne répond pas à cette demande-là sociale, si elle reste sourde en considérant que il y a une grille, elle est là, et puis elle est la même pour tout le monde, et on ne peut pas en parler, ce qui est parfois été un peu une position très juridique d'ailleurs, et égalitaire, elle ne va pas pouvoir répondre aux défis de l'attractivité dans certains métiers, c'est une certitude. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels il y a encore de la progression à avoir et qui peut amener. Mais qui amène des difficultés, puisque l'inégalité salariale, c'est la source aussi, même si c'est des revendications individuelles, de problèmes collectifs à gérer. Donc cette évolution-là, elle n'est pas simple. L'égalité est finalement plus simple et plus protectrice. Sur le sujet de la fidélisation, puisque vous en parliez aussi, sur ce sujet-là, moi, je voudrais revenir effectivement sur ce que vous avez engagé sur la notion de management, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les organisations complexes, le collectif de travail est souvent encore dans une pyramide hiérarchique, dans une structure hiérarchique, au sein de l'administration en tout cas, et dans les grandes entreprises aussi, qui reste structurellement assez rigide. Voilà. Donc aujourd'hui, le positionnement de l'agent dans ces structures hiérarchiques lourdes, il n'a pas forcément beaucoup évolué depuis plusieurs années par rapport aux phénomènes bureaucratiques qu'on a pu constater, que les études qui ont été faites sur ces sujets-là dans les années 70-80. Je suis pas sûr que si aujourd'hui on regarde les analyses qui ont été faites par la sociologie des organisations, on constate finalement une énorme évolution dans l'organisation pyramidale de nos organisations publiques, ni dans la pratique finalement managériale au regard de cette organisation. Et ça, je crois qu'il y a une vraie dynamique à enclencher sur ce sujet, parce que là, pour le coup, je crois qu'il y a dans la qualité de vie au travail, dans les aspirations individuelles sur le sens du travail et sur qu'est-ce que je suis au travail, quelle est ma position au travail et qu'est-ce qui me permet de bien vivre le travail. Il y a aussi cette manière de comment je peux m'exprimer au travail, comment je peux parler en mon nom et pas simplement noyé dans un collectif, comment je peux être identifié, quelle est ma responsabilité, comment je suis reconnu dans cette organisation-là. Et ça, j'allais dire, ça, c'est vraiment des aspirations que je ressens sur une nouvelle génération qui arrive ou qui est déjà arrivée et qui finalement accepte moins d'être identifié comme un collectif avec ses valeurs collectives, pas qu'il ne souhaite pas l'être, mais il veut être reconnu autrement. Et donc ça nécessite que le management de proximité, vraiment celui qui va organiser le travail au plus près du terrain, soit en capacité de répondre à cette aspiration-là. Et ça, c'est quelque chose qui est encore aussi devant nous, parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les managers aujourd'hui dans le secteur public sont encore, ce qui n'est pas totalement anormal, mais sont encore d'abord des techniciens. Sont encore d'abord des techniciens et ensuite des managers. Alors bien entendu que certains ont les deux et tant mieux, mais la valeur première reste la valeur technique, alors même que les agents qui sont pilotés sont aussi de très grands techniciens et que ce qui pourrait être justement une valeur centrale du manager, c'est justement ses compétences d'organisation, de reconnaissance, d'animation, de pilotage managérial, et que c'est peut-être pas encore au cœur de leur mission ou de leurs compétences. Et ça, il y a des mesures d'accompagnement, il y a des mesures de recrutement qui pourraient être mises en œuvre aujourd'hui, de formation aussi, qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter cette capacité managériale-là, cette diffusion de cette culture managériale-là. Et ça, c'est un axe, je crois, qu'on a aussi devant nous et qui est très important. Je pense que je partage très 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 largement ce qui a été dit par Monsieur Ojalleux. Je pense qu'effectivement, au niveau structurel, il y a
beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on doit effectivement être capable d'un peu plus d'horizontalité. On doit être capable de casser ces silos administratifs qu'on a trop longtemps connus et qui nous empêchent de réaliser des politiques publiques transversales aujourd'hui, faire face à des problématiques comme l'écologie, l'insécurité, à des problématiques urbaines. C'est précisément être capable d'avoir des politiques publiques transversales. Et là, on a des difficultés à le faire justement parce qu'on est encore dans des structures pyramidales, bureaucratiques, extrêmement lourdes. Ceci dit, j'attire quand même l'attention sur le fait que les plus grandes bureaucraties qu'on a en Suisse, par exemple, ne sont pas des bureaucraties publiques, ce sont des bureaucraties privées. Donc ce sont des banques, hein, ce sont des entreprises pharmaceutiques, ce sont des entreprises dans l'alimentaire, ce sont des entreprises qui sont d'une bureaucratie absolument incroyable. Alors elles ont un peu plus d'agilité parce qu'elles doivent être plus rapides et elles répondent de manière très rapide aux défis de leur environnement, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que les études qui ressortent aujourd'hui sur la résilience organisationnelle en période Covid-19 démontrent que les organisations qui sont le mieux sorties sont des organisations particulièrement bureaucratiques, et notamment les polices et les prisons. Et alors, il n'y a pas plus bureaucratique et plus pyramidal que ces organisations-là. Et pourquoi est-ce qu'elles sont considérées comme résilientes? C'est qu'elles ont réussi, durant la crise, à jouer sur plusieurs styles de leadership différents. Dans un premier temps, un style très directif, non participatif, parce qu'il fallait mettre les gens au pas et puis faire en sorte que les procédures soient respectées, que les processus soient mis en œuvre. Et puis petit à petit, ils ont réussi à avoir cette capacité de faire remonter l'information du terrain, d'adapter leur leadership et de revenir à quelque chose de beaucoup plus participatif. Et ce sont des organisations qui sont dans le secteur public, donc il va falloir aussi qu'on analyse ces réussites, parce qu'il y a d'énormes réussites dans le secteur public durant cette crise Covid-19, et qu'on en tire finalement le meilleur. Quels sont les aspects qui ont été identifiés comme des forces dans ces cas de crise et que l'on peut peut-être intégrer dans d'autres organisations. Autrement, effectivement, je partage pleinement ce qui a été dit sur l'évolution du leadership et l'importance des aspects sociaux que les agents, et notamment les personnes qui sont en responsabilité dans l'administration publique, doivent absolument développer ces prochaines années. Merci. Merci.